Nous sommes le jeudi 13 mai 2021 et vous écoutez le 11e épisode de la deuxième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Je suis Arthur Azoulay et cette émission vous est proposée par le magazine Le Monde de la Photo. Cette semaine, on s'intéresse à l'univers des filtres, les vrais, ceux qui s'utilisent à la prise de vue et qui sont incontournables en photographie de paysage. Cet épisode vous est présenté par Oya, les filtres photo haute performance. C'est parti pour l'épisode 11 de la seconde saison du podcast Faut pas pousser les ISO. J'ai toujours le plaisir de co-animer cette émission avec toi, Benjamin. Oh Benjamin, le rédacteur en chef du magazine Le Monde de la Photo. Comment vas-tu ce matin ? Salut Arthur, ça va très bien. J'ai dépoussiéré tous mes porte-filtres le week-end dernier dans l'est de la France pour me mettre un petit peu à la page. Bon, on va parler filtres, on va parler photos de paysage, on va parler de grands espaces. Pour ça, on a le plaisir d'avoir avec nous deux experts du sujet que je vais présenter tout de suite. Et je vais commencer par la photographe Raphaël, mon voisin. Alors, tu es photographe professionnelle et illustratrice indépendante. Tu es basée en Islande, dans la ville de Reykjavik. Tu travailles avec de nombreuses entreprises locales et internationales dans la construction de leur identité visuelle, le marketing de leurs produits et la création de contenu. Tu réalises aussi bien des natures mortes du portrait et des paysages, qui est l'une de tes spécialités. Tu es également ambassadrice pour la marque Coquin et une grande spécialiste de l'utilisation des filtres. Bonjour à toi Raphaël et merci beaucoup d'être avec nous de si loin. Bonjour à vous et merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Et pour t'accompagner, on a le plaisir d'accueillir pour la première fois dans cette émission en direct le journaliste Patrick Lévesque. Donc tu es photographe indépendant, diffusé par l'agence Sipa Presse et journaliste spécialisé. Tu es un pigiste historique du magazine Le Monde de la Photo pour lequel tu réalises de nombreux tests de matériel et dossiers techniques. Ta grande spécialité est l'univers de l'impression. Tu as collaboré avec de nombreux prestigieux titres de presse comme Workflow, SVM Mac, Computer Art ou encore Le Photographe. Bonjour à toi Patrick, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour à tous, et je suis très content d'être avec vous en direct pour cette émission. Effectivement, j'ai collaboré à beaucoup de revues, mais il y en a une à laquelle je suis très attaché, c'est le Monde de la Photo. Donc, bonjour à toute l'équipe du Monde de la Photo. Salut Benjamin, bonjour Raphaël et salut à toi Arthur. Tu fais partie de la famille. Oui, puis j'ai entendu que j'étais un acteur historique, pour ne pas dire préhistorique. Ok, allez, c'est parti, on commence l'émission avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, on parle de la nouvelle optique signée Laowa, un Argus 33 mm f/0.95. On va présenter également le nouveau système de porte-filtre Coquin NX Series et on va faire le bilan du Nikon Film Festival. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le nouveau site des spécialistes de l'image. Laowa lance le premier objectif de sa nouvelle gamme Argus à destination des hybrides à capteur APS-C et caméra Super 35. Il s'agit d'une focale standard de 33 mm, équivalent donc à un 49,5 mm et offrant une très grande ouverture maximale de f/0.95. L'objectif exploite une formule optique basée sur 14 lentilles réparties en 9 groupes avec une lentille à faible dispersion, une lentille asphérique et 3 lentilles à haut indice de réfraction. Le constructeur annonce de très faibles aberrations chromatiques. Il est réalisé tout en métal avec une longue bague de mise au point manuelle et une bague de diaphragme continue. Le Laowa Argus 33 mm f/0.95 CF APO sera disponible dès le mois de juin 2021 et décliné dans un premier temps en monture Sony E, Fujifilm X, Canon RF et Nikon Z. Il n'y a pas pour l'instant d'informations sur son prix. Coquin dévoile un tout nouveau système de porte-filtre 100 mm spécialement conçu pour les objectifs zoom grand angulaire type 16-35 mm. Il s'agit du système NX Series qui est compatible avec les filtres carrés et rectangulaires 100 mm que l'on installe dans des cadres métalliques. 2 emplacements de cadres sont disponibles sur le porte-filtre qui offre en plus la possibilité d'y adjoindre un filtre polarisant circulaire en option. Nous avons rencontré Philippe Cartier, le directeur du développement de chez Coquin. Il nous parle de ce nouveau système de porte-filtre. On l'écoute.
Alors le NX Series a été conçu pour les photographes de paysage, beaucoup. On va dire que la photographie de paysage reste quand même l'un des domaines dans lequel l'usage des filtres est le plus courant. Le NX a l'intérêt en fait de couvrir du 16 mm, donc tous les photographes équipés d'optique type 16-35 vont pouvoir avoir une solution en 100 mm qui sera légère et compacte. Le NX Series est conçu intégralement en aluminium. Il a la particularité d'adopter des systèmes de cadre de protection pour les filtres, ce qui est une première pour Kokin, qui permettent une meilleure prise en main des filtres, et deux, dans la conception, nous ont permis surtout d'élargir l'angle de champ potentiellement couvert par le porte-filtre, et donc de le rendre compatible avec des optiques ultra grand angle. Alors le filtre polarisant, comme sur le système original Creative, est placé au plus près de l'objectif. Donc il vient se loger directement dans le porte-filtre, dans le tout premier emplacement, au plus près vraiment de l'objectif, ce qui nous permet déjà de limiter le vignettage. Le polarisant NX est exclusif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser sur un autre système que le NX. Alors il est soit vendu séparément, soit intégré dans tous les kits. Ensuite il se pilote directement, il se règle directement par la petite molette qui est sur le côté du porte-filtre, avec un petit mécanisme assez simple mais assez précis, ce qui permet aussi de le rendre indépendant de l'orientation du porte-filtre. Le porte-filtre Kokin NX Series sera disponible fin mai et proposé au prix de 109,99 €. Les cadres métalliques seront proposés à l'unité au prix de 19,99 €. Le filtre polarisant sera pour sa part proposé au prix de 89,99 €. De nombreux kits seront mis en place, dont un conçu pour le paysage, incluant le porte-filtre, le filtre polarisant et 2 filtres de densité neutre de la gamme Nuance Extrême, un uni 10 IL et un dégradé 3 IL montés dans leur cadre métallique. Ce kit sera proposé au prix de 399,99 €. L'édition 2021 du Nikon Film Festival sur le thème Un jeu est désormais terminée. Le jury, présidé par Éric Judor, et le public ont rendu leur verdict. Le grand prix du jury est décerné au film très émouvant « Fier de toi mon fils » réalisé par Florian Delormeau. Le prix du public a été décerné au film Casdep, réalisé par Alexandre Marinelli. Au total, il y avait 1675 films en compétition et 11 distinctions ont été décernées. Les lauréats ont été récompensés par du matériel Nikon, des bons de location chez SOS Ciné, des bourses de résidence CNC, de la diffusion auprès des nombreux partenaires du festival, comme Brut X, les cinémas CJR et le Grand Rex, ou encore le Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. L'ensemble des films et la cérémonie de remise des prix sont à retrouver en replay sur la chaîne YouTube de Nikon. Encore une belle actualité cette semaine, Benjamin, et une actualité une fois plus dominée par l'univers de l'optique. Ah oui, des optiques et puis toujours la monture en force. C'est marrant, hein, tout ce que sort la OA, à chaque fois ils arrivent à sortir des optiques qui sortent complètement du lot. Il n'y en a pas une pareille. J'aime beaucoup moi leur espèce de grand tube, le 24 mm macro étanche qu'on peut plonger dans des verres d'eau pour faire des plans ou de la macro de manière un petit peu insolite. Donc c'est très intéressant ce qu'ils font. Et puis, on va en reparler dans le grand débat, mais c'est très, très intéressant aussi ce nouveau porte-filtre. Peut-être que Raph ou Patrick aimeraient dire un mot là-dessus. Alors moi, j'ai eu la chance, en fait, j'étais chez Kokin hier, en fait, justement, pour récupérer un modèle. Et en fait, je dirais que Kokin a toujours été à la page en termes de filtres, puisque c'est quand même eux qui ont été initiateurs, je dirais, dans le monde, hein, quand même, du système de filtres modulables, le porte-filtre. Hein, c'était Jean Kokin en 76, si ma mémoire est bonne. On est parti à l'époque d'un bout de plastique, hein, c'était un porte-filtre en plastique. Et aujourd'hui, on a un système qui est quand même beaucoup plus abouti, qui fait suite au système Evo, qui était déjà un porte-filtre quand même vraiment très très bien conçu aussi, lui aussi en aluminium type aéronautique, si ma mémoire est bonne. Et là, en fait, Kokin a fait évoluer son système, on reste dans la même logique. Et cette fois-ci, en fait, alors par souci de protection des filtres, les filtres sont plus, on va dire, directement montés dans le porte-filtre, mais en fait, ils sont dans un cadre en métal. Alors, c'est déjà un système qu'on connaît chez certains fabricants, HNY pour le citer, par exemple. Et là, l'avantage, c'est que le système de Kokin reste ouvert à d'autres filtres à partir du moment où ils sont en 100, 100 ou en 100, 150.
Et alors évidemment avec une Alors, quand tu épaisseur. dis 100, 100, 100, 150, c'est des millimètres, hein, c'est les Oui, tailles, oui, 100 c'est millimètres, oui, les c'est tailles des la filtres, taille. c'est Alors ça. c'est des filtres carrés ou des filtres rectangulaires. Et alors il faut pas qu'ils fassent plus de 2 millimètres d'épaisseur, mais on pourra dire que les filtres de la concurrence pourront se monter dans ces cadres et dans le porte-filtre de Coquin. Raphaël, donc le Nikon Film Festival, voilà un événement qui prend de plus en plus d'ampleur, un événement 100% digital depuis 2 ans maintenant. La vidéo, c'est quelque chose qui t'intéresse, sur lequel tu as envie de t'essayer ou pas trop? Ça m'a toujours attirée, c'est vrai, mais j'ai jamais vraiment eu le bon équipement, on va dire, pour créer quelque chose de qualité qui réponde du moins aux attentes que j'ai pour ce que je produis. Mais peut-être que quand je passerai au système mirrorless chez Canon, ce sera plus pratique. Donc c'est clairement dans mes objectifs. Tu es encore une utilisatrice de réflexe? Absolument. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine qu'on n'a pas abordées? Je sais qu'on est un peu en retard au niveau des optiques. Bon, il y a plein d'optiques, hein, Arthur. Il y a plein d'optiques encore et toujours, finalement, parce que comme on a fait une petite pause de 15 jours, en avril, il y a entre-temps des grands tanks qui sont sortis chez Fuji, le Fujinon 18 mm, f1.4, on a un Sony 14 mm f1.8, un Samyang 12 mm f2, des focales fixes, lumineuses. C'est pas mal ça, non, pour les aurores boréales en Islande? Qu'est-ce que t'en penses, Raph? Toi, tu utilises quoi pour shooter des aurores boréales? Moi, j'utilise un 35 mm en 1.8, 1.4, pardon. C'est l'angle que je préfère. Je trouve que le trop grand angle, après, peut-être que ça déforme un petit peu trop le rendu paysage que j'aime dans le rendu des aurores. Mais ouais, un 35 mm, je trouve que ça marche plutôt bien. Et puis pour terminer là sur ces listes de nouveaux objectifs, aussi très récemment, là, il y a quelques jours, Leica a annoncé un nouveau zoom transstandard 2.8 constant à 24-70 mm en monture L qui vient donc rejoindre le modèle Sigma et le modèle Panasonic. Donc ceux qui utilisent des boîtiers en monture L, ils ont du choix pour leur 24-70. C'est pas le même prix, hein. C'est pas le même prix, effectivement aussi. Je vous propose de passer à la suite. Benjamin, c'est le moment de ta chronique hebdomadaire. Cette semaine, tu nous parles d'un immense photographe décédé il y a maintenant 4 ans, mais que l'on peut découvrir ou redécouvrir au travers d'une bande dessinée. C'est Lee Filters qui vous présente aujourd'hui la story de Benjamin. Vous connaissez peut-être déjà l'histoire de Stanley Green. Comment il vécut, comment il est mort. Le reporter s'est lui-même mis en scène dans Black Passport, un journal intime, sombre et sensible, dans lequel il se livre sans détour. Grand fan de l'œuvre du photojournaliste américain, le scénariste Jean-David Morvan a souhaité lui rendre hommage après que Stanley Green nous a quittés le 19 mai 2017. On doit déjà à l'auteur la collection de BD dédiée au photographe de Magnum aux éditions Dupuis. Cette fois, il collabore avec Delcourt et Clément Sacomani, ancien directeur de Magnum, désormais à la tête de l'agence Nour, créée par Stanley Green en 2007. Point de départ du récit, la chute du mur de Berlin, un prétexte historique pour évoquer le parcours du photographe. Quelques temps après est arrivé l'anniversaire de la chute du mur de Berlin, et avec l'éditeur qui était à l'époque l'éditeur de chez Dupuis de Magnum et qui avait lui-même bougé dans une autre maison d'édition chez Delcourt, donc tout le monde avait bougé, et il m'a dit: qu'est-ce que tu penserais de faire quelque chose sur la chute du mur? Et j'ai dit: c'est une bonne idée, je le ferais bien à travers l'histoire de Stanley, parce que ça m'est revenu d'un coup que j'avais envie de faire un truc sur Stanley Green et que je me souvenais très bien que c'était le moment du basculement dans sa vie de photographe, et je me suis dit on pourrait prendre finalement la chute du mur comme prétexte pour faire une BD sur Stanley Green, puisque c'était ce qui m'intéressait le plus, bien plus que la chute du mur finalement. Le scénariste recourt à une narration à la première personne, comme il l'a déjà fait pour les ouvrages sur Capa, Cartier-Bresson, Abbas et McCurry. Ça m'a semblé important. C'est venu directement pour Capa, je pense, la première fois, parce que Capa était tellement cool, et puis qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressant dans sa manière de parler. Et puis après, Cartier-Bresson, c'était l'inverse, donc c'était un beau challenge. Et à la fois, ils étaient très amis, et en même temps complètement différents, ça qui les rendait complémentaires. Donc je m'étais dit, tiens, c'est marrant de le faire aussi pour Cartier-Bresson, c'est un autre ton, quoi. Et puis j'ai continué. Il y a même Steve McCurry, quand il a lu la BD, qui m'a dit: oh là là, dans votre BD, je suis beaucoup plus intelligent qu'en vrai. On a bien rigolé tous les deux avec ça.
Je ne le crois pas une seconde, mais c'était sympa. Et puis avec Abbas, c'était normal parce qu'il m'avait fait un long résumé de toute son histoire quand j'avais eu la chance de le rencontrer. Donc voilà. Et pour Stanley, effectivement, j'avais son livre. Et puis on avait une longue interview de Pep Bonnet aussi qu'il a faite, qui est inédite, qui dure 2h15 en anglais. Et il a vraiment un ton particulier, une manière de parler. Ça m'intéressait d'aller la chercher, d'essayer de la trouver. Mais c'est quelque chose qui me plaît en général, hein, d'essayer de rendre vivant le personnage à travers sa propre existence, quoi. Le récit retrace la vie épique du photojournaliste, disciple de Eugene Smith. Ses premiers pas dans la photographie de mode, ses liens avec les Black Panthers, jusqu'à ses reportages les plus marquants, en Tchétchénie, à la Nouvelle-Orléans ou en Afghanistan. En toile de fond, l'influence de la musique, des femmes, de substances plus ou moins licites, esquisse le portrait d'un personnage à la fois engagé, sensuel et pudique. Jusqu'à ces dernières années, où il n'a jamais cessé de travailler, alors qu'il était atteint d'une maladie grave et n'avait pas de couverture de santé. Jean-David Morvan revient sur ces différents temps forts de la vie de Stanley Green. Le scénario mêle BD et photo, un mariage qui fonctionne selon des règles bien établies. Le cadre, on l'a fixé très vite avec Magnum au tout début. C'est j'ai dit, et on était d'accord tous ensemble pour dire on ne recadre pas une photo, on ne met pas de bulle sur une photo. On ne met pas de texte sur une photo. Donc, la photo, c'est une œuvre unique qui est un quart de seconde, un millième de seconde d'un cadrage de la vie du monde. Donc, la photo, c'est ça. Et la BD, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, la BD, c'est sur un temps long. C'est une manière de raconter. C'est plusieurs images. C'est l'espace blanc entre les images qui entraîne en fait l'imagination du lecteur. Et donc, c'est à la fois une image et en même temps, c'est presque l'inverse, puisque une BD, c'est aussi un enchaînement d'images, alors qu'une photo, c'est une seule. Alors, il y a un truc qui ressemble un peu à la BD, c'est la planche contact. On en a mis une dans le Stanley Green, j'aime bien ça. Finalement, je trouve que c'est très complémentaire. L'auteur planche sur d'autres projets similaires autour de grands photographes et nous donne rendez-vous dans les mois à venir. Décidément, la bande dessinée est un très bon format pour parler photo et découvrir des photographes. Pour se faire une culture photo, moi je trouve ça pas mal. Des fois, quand on n'a pas le temps de se plonger dans un long récit ou un bouquin, c'est un moyen plutôt ludique et assez rapide de se faire une petite culture sur des photographes qu'on peut découvrir à travers de ce biais, à la fois avec des photos et un récit. Donc là, c'est le cas de cette BD qui s'appelle Stanley Green, Une vie à vif, aux éditions Delcourt. Donc, en fait, elle est parue l'an dernier, il y a un an, à l'occasion des 3 ans du décès de Stanley Green. Mais c'était pendant le premier confinement, donc ça a été fait de manière assez discrète. À l'époque, les librairies n'étaient pas considérées comme des commerces de biens essentiels. Ça a changé depuis et c'est tant mieux. Mais du coup, voilà, je tenais à en parler, d'autant que Morvan a, comme il le dit, comme c'est évoqué dans la chronique, déjà réalisé plusieurs BD sur des grands photographes de Magnum, dont celle d'Abbas, dont j'avais déjà parlé il y a quelques mois à ce micro. Patrick, toi, tu connais déjà ces bandes dessinées? Tu les as lues? Alors, moi, c'est marrant, moi qui suis adepte de BD et qui suis photographe, j'ai tendance quand même je vais pas dire à mettre les deux univers dans deux mondes clos et séparés, mais bon, j'aime bien quand on parle de photos dans une BD, mais mêler les deux, bon, ça me fait un petit peu bizarre. Bon, maintenant, une BD qui va parler de Stanley Green, bon, moi, j'ai eu la chance de le connaître, de le croiser beaucoup à Visa pour l'image. C'est bon, en même temps, c'est un bel hommage qui est rendu à ce photographe. Alors, je connais pas la BD qui le concerne, mais ouais, je pense que c'est pas idiot. Ça permet d'élargir, je dirais, l'audience de la photo à des gens qui la connaissent peut-être pas, à travers un autre médium qui est aussi super intéressant, je pense. Et toi, Raphaël, qui est aussi illustratrice en parallèle de tes activités de photographe, t'as jamais eu envie d'essayer de mêler les deux? Pour moi, c'est vraiment deux techniques tellement différentes et un message tellement différent que non, c'est vrai que j'ai jamais mélangé les deux. Et je connais pas du tout ces BD, mais je serais très très curieuse de les parcourir. Ça a l'air assez intéressant comme concept. Oui, d'ailleurs, sur le mélange, c'est intéressant et c'est ce qu'il dit à la fin, c'est que c'est cloisonné. C'est-à-dire que ça cohabite, mais ça ne se mélange pas. Il n'y a pas de fusion. Il est interdit d'écrire sur les photos. Il n'y a pas de bulle sur les photos. Il y a d'un côté la BD, d'un côté les photos. Le photographe fonctionnait sur le même principe, en fait. Le photographe qui a été la fameuse trilogie qui a un petit peu initié ce mouvement de la photo dans la BD.
Moi, je vous invite à le découvrir. Voilà, chacun se fera son avis. En tout cas, la vie de Stanley Green, c'est un roman, c'est un film. Moi aussi, j'ai eu la chance de le rencontrer 2 fois et c'était à chaque fois des moments précieux de par son aura, sa voix, son charisme. C'était quelqu'un d'assez unique. Je vous propose qu'on passe à la suite et on revient dans quelques instants après une courte publicité. Vous aimez Faut pas pousser les ISO? Et si vous découvriez Le Monde de la Photo, le magazine? Disponible en kiosque sur tablette et ordinateur ou par abonnement, il est le parfait complément de votre podcast préféré. Tous les mois, retrouvez des actualités, des portfolios, des enquêtes, des reportages, des tests, des conseils pratiques et de prise de vue, des tutoriels pour retoucher vos images, pour devenir un photographe accompli. Infos et modalités d'abonnement disponibles sur lemondedelaPhoto.com. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec la photographe Raphaël Monvoisin et le journaliste Patrick Lévesque pour parler filtre photo et photo de paysage. Alors vous êtes tous les deux des experts du sujet. Patrick d'abord, puisque tu as déjà réalisé de nombreux dossiers pour le magazine Le Monde de la Photo entre autres, et Raphaël évidemment, puisque tu utilises régulièrement des filtres dans la réalisation de tes photographies de paysage. Alors ma première question t'est destinée, Raphaël. Est-ce que l'utilisation des filtres à la prise de vue a encore un intérêt à l'heure du 100% numérique et des possibilités infinies de retouches en post-production? Non, pas du tout, donc on arrête l'émission. Bon, allez, moi, je vais C'était faire Faut un pas pousser les café, ISO. Oui, absolument, ça a un grand intérêt. Alors moi, je travaille beaucoup au live view quand je fais de la photo de paysage. Et le fait de voir directement à l'image le rendu que je vais obtenir en utilisant tel ou tel filtre, déjà, ça me projette dans le rendu final que j'aurai avec cette photo. Ça me permet de me projeter dans la retouche que je vais faire derrière. Donc déjà, de ce point de vue-là, je trouve ça c'est très immersif dans le travail que je peux faire. Et c'est aussi un gain de temps par rapport à la phase de retouche qui peut être parfois déjà assez longue. S'il faut commencer à essayer de bidouiller pour rattraper un ciel qui a été mal exposé ou essayer de rattraper des ombres sur un paysage trop contrasté, au final peut-être qu'on va perdre un petit peu l'essence de ce qu'on souhaitait faire à l'origine. Et c'est, pour moi, on perd un petit peu la magie de l'instant où on avait la scène devant les yeux qui était prête à être photographiée telle qu'on l'aurait voulu finalement. C'est ça, hein, parce que y a quand même des cas de figure physiques où en fait on ne peut pas prendre la photo si on n'a pas de filtre. Hein. Patrick, est-ce que tu peux nous lister un peu des situations qui nécessitent impérativement l'utilisation de filtres? Alors, moi, je dirais que des cas où on a absolument besoin de filtres, je dirais pas qu'il y en a des milliards, mais bon, déjà des cas de très très forte luminosité, surtout aujourd'hui avec les capteurs, les capteurs numériques. La photo de paysage, par exemple, on a des cas où effectivement, sans filtre, rééquilibrer, on va dire, la partie basse de l'image, qui est en général souvent consacrée au sol, on va dire, et la partie ciel. On a parfois vraiment du mal à bien doser les deux. Moi, je rejoins parfaitement le point de vue de Raphaël en disant que moi, déjà, tout ce qui est acquis à la prise de vue, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut se couper de tout ce qu'on peut faire en post-prod et en filtre numérique, mais tout ce qui est acquis à la prise de vue, que ça soit le fait de penser, concevoir son image, vivre son image pendant qu'on l'a fait, l'instant, c'est fondamental. Mais on peut réintervenir après avec un peu de filtre ou des choses comme ça. Mais il y a plein de cas où le cas de la pose lente, par exemple, ce sont des choses qui sont impossibles à faire en post-prod, ne serait-ce que pour quand on a des premiers plans marins ou des premiers plans de faute ou une cascade, le rendu de la pose très lente, on peut pas en numérique. Est-ce que ça veut dire qu'une fois qu'on a goûté à ces effets-là, à ces filtres-là, on peut plus faire de photos si on les a pas sur soi? Les filtres, c'est pas indispensable, on peut vivre sans filtre. Moi, personnellement, j'utilise pas 3 milliards de filtres, le filtre est pas une arme absolue. Moi, je sais qu'il y a des filtres qu'on a besoin d'avoir un peu en permanence sur soi, je pense au polarisant, parce que pour beaucoup de choses, il va venir rehausser un petit peu les couleurs, saturer des couleurs, il peut éliminer des reflets, ce qu'on ne peut pas faire en post-prod, par exemple. Ça, c'est un effet qu'on ne pourra jamais faire.
Mais on peut vivre sans filtre. C'est pas les gens qui font du reportage ou qui font de la photo de rue ou des choses comme ça, je pense pas qu'ils aient des filtres en permanence. On peut vivre sans filtre. On peut faire cohabiter le numérique et l'argentique. Après, bon, évidemment, comme Raphaël, on travaille la photo de paysage, ce sont des outils qu'on utilise à des fins créatives, mais qui se doivent d'être discrètes. Moi qui connais un petit peu le travail de Raphaël, je défie quiconque sur beaucoup d'images qu'elle produit, qu'elle fait, de dire il y a tel filtre, il y a du filtre ou il n'y a pas de filtre. C'est ça qui est très très important aussi dans le filtre. Il doit savoir se faire oublier, je dirais. On ne fait pas du filtre pour le filtre. Ok, donc si j'essaye un peu de synthétiser, dans le cas où on a trop de lumière, mécaniquement, là, on est obligé de couper de la lumière devant son objectif. Alors, ça peut être, par exemple, pour pouvoir réaliser un effet de profondeur de champ très marqué quand on a trop de lumière et que même si on se met à 100 ISO, de 8, on est sur X, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure que tu as un peu expliqué, c'est un sujet qui est très contrasté. Notamment en paysage, souvent, où on a, comme tu l'as dit, la partie terre et la partie ciel. Pour pouvoir avoir des détails dans les deux zones, on est obligé un peu de baisser le ciel pour rééquilibrer par rapport à la terre. Le polarisant pour couper les éventuels reflets. Il y a aussi un filtre qui est souvent utilisé, alors c'est une technique très, très particulière, c'est la photographie infrarouge. Et finalement, avec un bout de verre que l'on vient mettre devant un objectif, on arrive à photographier des choses que on ne voit même pas à l'œil nu. Alors ça, c'est quelque chose, je veux dire, qui est très ancien. Déjà, la photo infrarouge, à l'époque de l'argentique, il y avait des films dédiés à ça. On avait des filtres, c'était des filtres rouges qui étaient ultra foncés, qui venaient couper dans la fréquence de l'infrarouge, qui venaient mettre en avant, en fait, je veux dire, tout ce que l'œil ne voit pas. Alors ça, c'est quelque chose, je dirais, je vais pas dire c'est une affaire de spécialistes, mais il n'y a pas 3 milliards de personnes qui font de la photo infrarouge. Il y a des gens qui font du paysage. Ça fait des paysages un peu irréels. Je ne sais pas si Raphaël l'utilise, mais ça fait des paysages quand même assez beaux, que ce soit en argentique ou en noir et blanc. Mais ça, c'est quand même vraiment quelque chose de très, très, très spécifique et très, très marqué. Raphaël, tu fais énormément de photos de paysages en Islande, évidemment. Est-ce que tu as toujours des filtres sur toi? Et qu'est-ce que tu as sur toi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac en matière de filtres? On parle quand même d'un accessoire contraignant. Voilà, faut penser à les prendre avec soi. Il peut y avoir un porte-fil, plusieurs verres, il faut peut-être les essuyer quand il pleut, etc. C'est une logistique. Comment tu fais, toi? Donc quand je sais que je vais partir sur un petit road trip ou explorer une nouvelle région où il y a du potentiel photographique, je vais systématiquement prendre mes filtres avec moi parce que je me mordrais les doigts de ne pas les avoir le moment venu si l'occasion se présentait. Donc dans mon sac, j'ai toujours un filtre ND, plusieurs filtres GND, gradient variable, et un polarisant toujours. Et après, je jongle un petit peu entre les trois options selon le contexte. C'est vrai que ça peut être un peu pénalisant d'avoir à installer le système à chaque prise de vue, surtout sur un système de road trip où on se déplace d'un point à un autre. Parce qu'il faut installer, réinstaller, désinstaller sans arrêt, on va dire. Sur de la randonnée, ça peut être un petit peu... Surtout qu'il faut un trépied à chaque fois, non? Ou pas forcément? Ça dépend de l'usage. Si c'est pour faire de la pose longue, oui, évidemment. Si c'est juste sur rattraper un ciel avec un GND, pas nécessairement. Donc ça dépend. Mais bon, ça demande quand même de se poser le sac, d'installer le système. Donc on va dire que sur un contexte peut-être de randonnée avec des amis qui ne sont pas du tout photographes, on est un petit peu à la traîne derrière. Attendez, j'ai une photo à faire. Voilà, donc c'est à prendre en compte aussi peut-être sur la préparation de la sortie photo en question. Mais voilà, moi je les ai toujours sur moi au cas où, on ne sait jamais. Alors moi j'ai une question à laquelle vous allez peut-être pouvoir essayer d'apporter une réponse. Je sais que c'est un des twists de vente dans les boutiques qui vendent des objectifs photo. Le filtre UV circulaire qu'on met devant un objectif, il sert à quoi celui-là? Moi, je l'ai acheté comme tout le monde pour protéger mon tout premier objectif quand j'ai acheté mon tout premier appareil photo. Et ça s'arrête là. Et t'as pris du cheap ou du haut de gamme? Moyen de gamme, histoire un peu. Ça a une influence, Patrick, cheap, haut de gamme, sur le UV? Ça peut flinguer le piqué d'une optique? Alors oui,
il y a encore un rôle parce qu'il est déjà, comme disait Raphaël, de protéger la lentille. Quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, on est quand même content d'avoir quelque chose qui protège sa lentille. Et en même temps, quand on a des optiques qui coûtent quelques milliers d'euros, j'imagine pas mettre un cul de bouteille devant ma lentille parce que tout le travail qui a été fait par les opticiens pour nous faire une optique de qualité est très cher. On peut en perdre un petit peu le bénéfice avec un filtre de moyenne ou de très mauvaise qualité. Je pense à tous les filtres en provenance de Chine dont on ne connaît même pas la marque, etc., qui sont vraiment juste un bout de verre, quoi, en fait. Donc je pense que le filtre UV a encore cette utilité de protection. Maintenant, il y a des fabricants qui ont aussi des filtres uniquement de protection, qui sont même pas des filtres UV. Kenko, il y a beaucoup de marques qui ont des filtres qui ne sont que des bouts de verre destinés à protéger la lentille. Donc en soi, couper les UV n'a absolument aucun intérêt ou aucune particularité. Il y a une utilité, mais je ne pense pas que franchement les UV soient quelque chose de rédhibitoire sur une image. Et je défie quiconque entre une image faite avec un filtre UV et une image faite sans de dire laquelle est sans et avec, personnellement. Alors, si on essayait un peu de structurer et d'organiser les choses, quelles sont les grandes familles de filtres? En fait, on va dire qu'il y a les filtres techniques et il y a des filtres créatifs. On va diviser déjà en deux grandes familles. Les filtres techniques dans lesquels... Alors, je dirais que même que les filtres techniques, c'est ce qui a redonné un petit peu grâce aux filtres aujourd'hui, qui était un petit peu tombé en désuétude. On a vu arriver la montée en puissance des filtres neutres et des filtres dégradés neutres, justement, qui a redonné du coup un regain d'intérêt à l'utilisation du filtre, on va dire. On rappelle rapidement, dégradés neutres, on en a parlé depuis le début, c'est les fameux qui permettent d'équilibrer un paysage. Exactement. Alors donc, on va dire qu'il y a différentes familles de dégradés neutres. Je disais que au départ, il y avait juste une famille de dégradés neutres qui sont en plusieurs densités. Ensuite, on a vu apparaître des filtres, ce qu'ils appellent des filtres soft, des filtres plus durs. Alors, c'est au niveau des transitions. Ensuite, on a vu arriver des filtres, ce qu'on appelle des dégradés centraux, où il y a juste une bande de dégradés sur la partie centrale du filtre qui permet de doser là par rapport à un ciel et un sol bien équilibré, mais qu'une bande lumineuse au milieu. Enfin, il y a beaucoup de filtres de ce type. Il y a les filtres neutres sur la globalité, donc qu'on utilise et qui sont très utilisés en vidéo. Ça, on va dire que c'est la grande famille des filtres techniques auxquels j'aurais tendance à rajouter le Polar, qui est un filtre créatif, mais qui est aussi un filtre technique. Après, il y a d'autres filtres, mais je dirais que, comme disait Arthur, aujourd'hui, le numérique les a non pas rendus obsolètes, mais leur a donné un petit coup de vieux. C'était tous les filtres de correction et de compensation qui permettaient de corriger une dominante chaude ou une dominante froide. Et, bon, ça, aujourd'hui, j'avoue que le numérique permet de maîtriser ça en post-prod. C'est souvent intégré dans les boîtiers. Dans plein de boîtiers, on les trouve dans les modes noir et blanc des boîtiers, les simulations de filtres rouge, vert, jaune. Tout à fait. On les a. Mais Raphaël disait une chose qui est quand même très importante, et ça, je pense qu'il faut le rappeler en permanence. Voilà, l'usage du filtre, c'est discret. C'est créatif, c'est technique, mais voilà, c'est pas l'arme absolue en tout. Il y a des conditions de prise de vue. On n'a pas forcément besoin de filtre. Il faut bien poser son image. On sait que quand on travaille en RAW aujourd'hui, quel que soit le boîtier, ça donne quand même une sacrée latitude de travail en post-prod. Alors, ça résout pas tous les problèmes. Les latitudes d'exposition des boîtiers existent toujours. Mais voilà, il faut soigner sa prise de vue. Et je pense quand même que pouvoir filtrer à la prise de vue, c'est important. Raphaël, toi, tu me racontais que tu utilisais des filtres un peu teintés quand même, pas mal sur certaines de tes prises de vue. Alors, j'ai utilisé effectivement le filtre Clear Sky dans le cadre de prise de vue de nuit, surtout sur des aurores boréales du coup. Enfin, disons que je me suis amusée surtout sur ce sujet-là. C'est intéressant dans le sens où ça va vraiment stopper toutes les lumières orangées des villes lointaines à l'horizon. Donc en termes de pollution lumineuse, du coup ça la fait disparaître complètement et on obtient de ce fait tout de suite un ciel beaucoup plus pur, beaucoup plus bleu, beaucoup plus profond. Et c'est intéressant aussi pour révéler la Voie lactée. Donc ça c'est un filtre que j'aime bien utiliser effectivement sur les périodes d'hiver dans mes chasses aux aurores boréales. Mais c'est le seul vraiment de filtre coloré que je vais utiliser dans ma petite panoplie. Et le polarisant, tu l'utilises beaucoup et pourquoi ? Parce qu'on a parlé d'un filtre à la fois technique et créatif. Il permet peut-être d'éliminer des reflets parfois, il permet de saturer des couleurs. Toi, tu l'utilises pourquoi ? Si tu l'utilises.
Un peu pour les deux usages, pour rehausser un peu les couleurs du ciel, pour jouer un petit peu avec les textures sur une rivière, sur un lac, aussi pour jouer un petit peu avec les feuillages en forêt, ça fait bouger les reflets un peu différemment. Donc voilà, c'est plutôt dans ces usages-là que je l'utilise. Et donc, pour continuer sur ces familles de filtres, donc on a vu les grandes catégories. Et maintenant, pour ce qui est des systèmes de fixation, Raphaël, qu'est-ce qui existe? Donc il y a le système circulaire qui se vise directement sur l'optique. Et il y a le système de porte-filtre qui donc, est un système en plusieurs éléments qui vient se fixer sur l'optique, donc qui est adaptable selon les optiques avec différentes bagues d'adaptation. Un système de porte-filtre et donc les filtres carrés ou rectangulaires à insérer dans le porte-filtre. Et toi, tu utilises quoi? J'utilise ce système-là, le porte-filtre. Et pourquoi, du coup? Parce qu'on se dit un filtre circulaire, une fois qu'il est mis, quoi. Oui, mais ça permet d'en cumuler plusieurs à la fois. On peut utiliser le polarisant et plusieurs filtres de dégradés ou de filtres ND. Ça permet aussi, avec différentes bagues, de l'utiliser sur plusieurs optiques, là où il faudrait avoir chaque taille pour chaque objectif en parallèle. Et comme j'utilise différentes optiques de différents diamètres, c'est assez indispensable pour moi d'avoir qu'un seul système adaptable sur l'ensemble de mon parc optique. Et toi, Patrick, t'en penses quoi en tant que spécialiste et grand expert sur la question? Il vaut mieux investir dans un porte-filtre et avoir plusieurs types de verres ou alors acheter des filtres dédiés. Parce qu'il peut y avoir du vignettage aussi parfois dans certains cas, notamment sur les grands angles. Oui, alors justement, je voulais rebondir sur ce que disait Raphaël. Alors, effectivement, question budget, bon, il ne faut pas s'éparpiller à avoir 50 millions de systèmes, mais il faut aussi voir un petit peu les systèmes qui existent et qui peuvent cohabiter. Et moi qui travaille beaucoup sur cette partie pour le magazine et qui vois un petit peu tout ce qui existe, alors le système de filtre, il est intéressant pour ce qu'expliquait Raphaël. Alors après, il faut bien choisir son système de porte-filtre pour plein de raisons. C'est pour ça que je suis content de voir le système de Coquin évoluer, parce que celui de Coquin replace enfin le polarisant à l'arrière du porte-filtre. Avant, il était devant. Beaucoup avaient adopté la position arrière, qui pour moi est mieux, pour pouvoir reglisser derrière dans le porte-filtre des filtres dégradés, des filtres neutres, de ce qu'on veut. C'est vrai que ça va être plus proche de la lentille de l'objectif, ouais, c'est ça? Exactement. Pour moi, je pense que le Pola, quand on utilise le Pola conjointement à d'autres filtres, alors pareil, il ne faut pas s'éparpiller à mettre 10 filtres. Je pense qu'un Pola est 2 dégradés ou un neutre et un dégradé. Je pense que c'est une limite un peu à ne pas trop dépasser. Après, il y a plein de systèmes qui existent. On parlait de filtres vissants. En fait, c'est pas non plus idiot selon ce qu'on utilise comme filtre. Si on utilise 2 ou 3 filtres vissants, on peut prendre le filtre vissant dans la plus grande des montures qu'on a et avoir, alors en version slim, évidemment le plus fin possible, et mettre une bague de conversion de monture pour pouvoir le monter sur ces différentes optiques. Ça, c'est économique. Ensuite, pour reprendre sur le point de vue pratique et utilisation sur le terrain, on a évoqué un peu tout à l'heure, que disait Raphaël, il y a plein de trucs qui existent aujourd'hui. Alors pour les filtres vissants, il y a des marques aujourd'hui qui utilisent ce qu'on appelle une monture magnétique. Donc là, c'est une bague magnétique qui se fixe à l'avant de l'optique. Oui, j'ai vu ça, c'est Manfrotto qui fait ça. Il y en a plein. Il y a ça chez Benro notamment, non? Tu peux en citer quelques-uns. Il y a Kenko qui en a, il y a Kazé ou Kaz qui en fait. Donc ça, l'avantage, c'est on met une bague sur son objectif et on met son Pola, on met d'autres filtres qui peuvent venir se monter, ils se clipent et franchement ça tient. Moi j'ai essayé de secouer dans tous les sens, ça tombe pas. Ah, moi j'avoue, comme ça j'aurais pas confiance, franchement. Non, alors franchement au départ au-dessus d'une chute, d'une cascade, avec ton mais trépied, j'étais un peu rétif, mais pour l'avoir utilisé sur le terrain, ça tient. Donc ça c'est pour ce qui est vissant. Maintenant en porte-filtre, il existe aussi chez HNY, ils ont un porte-filtre qui utilise, alors c'est pareil, des montures avec ces filtres pour glisser les filtres magnétiques. Ce sont des filtres qui se fixent de manière magnétique dans le porte-filtre. Il y a un polarisant placé à l'arrière, donc là vissé, on va dire, qui se tourne avec une molette et on clip les filtres directement sur le porte-filtre. Là, pareil, au départ, j'ai regardé ça avec un petit peu d'angoisse et j'ai eu beau secouer mon boîtier, le pencher, etc. J'ai été jusqu'à mettre 3 filtres les uns sur les autres, ça bronche pas. Donc ça, c'est aussi assez pratique et rapide à utiliser sur le terrain. Après, je pense que chacun voit midi à sa porte. Je voulais juste intervenir d'un point de vue pratique sur le terrain. Moi, en Islande, je travaille beaucoup avec des gants en hiver parce que le froid au niveau des mains, c'est assez difficile par moment.
Et je trouve que le système du coup porte-filtre est quand même beaucoup plus pratique à ce niveau-là, de ne pas avoir à dévisser avec des gros gants. C'est quand même de ce point de vue-là, on va dire qu'en termes de manipulation, il y a un côté un peu plus sécurisant, je trouve. Et comment ça se passe pour les super téléobjectifs qui ont des diamètres gigantesques en lentille frontale? J'ai rarement vu des filtres à très grand diamètre. Comment ça se passe à ce moment-là? Alors déjà, hein, pour les gros télés, effectivement, il n'y a pas de filtre à monter sur la lentille frontale. En général, il y a un logement à l'arrière du téléobjectif et ce sont des filtres qu'on insère. Donc ça, en général, c'est des filtres qu'on commande chez le fabricant. En général, bon, je pense aux gros télé blancs de Canon ou aux gros télé noirs de Nikon, hein. Ce sont des filtres qu'on insère. Maintenant, tu évoquais, alors pour les grosses montures, alors là, je pense au grand angle. Là, l'usage du porte-filtre, il est fondamental, je pense, et certains fabricants ont bien compris la chose en développant des porte-filtres vraiment spécifiques aux ultra grand angle et aux zoom grand angle aujourd'hui qui sont légion. Dont on peut pas enlever les pare-soleils souvent. C'est Effectivement, voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a l'optique, on démonte plus rien. Donc là, ils ont développé des porte-filtres vraiment spéciaux. Leafilter a un porte-filtre, c'est le SW150. Nisi a un modèle 150 et 180. Coquin a un grand porte-filtre, c'est la série Z, si je me rappelle bien. Enfin, il existe plein de modèles de porte-filtres et donc de taille de filtre adaptés à l'usage de ces objectifs. Ok, bon bah voilà, on y voit déjà un peu plus clair dans cet écosystème du filtre. Je vous propose qu'on passe maintenant à la pratique et on commence par un incontournable de la photo de paysage, la pose longue. Nous avons eu la chance de discuter avec Marc Desmoulins qui est artisan photographe et ambassadeur Leafilters. C'est un grand adepte de cet effet si particulier. Il nous explique comment il fait. On l'écoute. J'utilise depuis une bonne dizaine d'années sur un projet de photo typé au bord des cours d'eau, donc le fluvial, bord de mer et ainsi de suite. J'utilise les filtres Lee qui me permettent de lisser tout ce qui est en mouvement. Après, pour la pose longue, il suffit de mettre l'appareil sur pied, ce qui permet d'avoir des sensibilités assez courtes, souvent à 100 ISO. Et j'allonge mon temps de pause pour filer en fait tout ce qui bouge. Donc mes nuages font des nuages qui continuent. Mon eau devient lisse comme de la glace. Et puis tout ce qui ne bouge pas en fait est bien piqué, bien net, parce que les Leafilters sont hyper équilibrés sur les couleurs. Mes diaphes à utiliser sont au-dessus de 8 largement. Moi, j'utilise à 22 et le temps de pause est allongé jusqu'à 30 secondes. Donc, pour pouvoir en fait allonger un temps de pause à 30 secondes, quand il y a beaucoup de lumière à l'extérieur, on est un peu embêté. Donc, on utilise un filtre 10 stop qui vous descend à peu près d'une bonne dizaine de valeurs. Et là, mon temps de pause, il monte à 30 secondes. Ce qu'il faut, c'est, on a un porte-filtre chez Lee qui est amovible. Déjà, vous avez le filtre dégradé, ça on le met pas. Et puis, pour pouvoir faire la pause, en fait, il suffit de débrayer l'autofocus. Alors moi, je fais ma mise au point au préalable. Le temps de pause, ça se fait un peu à l'habitude. Donc 22, 30 secondes pour une belle lumière en extérieur. Après, on a le numérique. Donc le numérique permet quand même de voir tout de suite ce qui se passe. Et je mets mon filtre effectivement en dernier parce que l'autofocus, lui, il voit plus. Donc il peut plus faire la mise au point. Donc on est obligé de débrayer. Donc ça, c'est pas compliqué. Sur le paysage, on travaille souvent à l'infini, à moins qu'on ait des premiers plans. Puis après, évidemment, quand on voit plus rien, on met le filtre et puis on pose. Chez Leafilter, vous avez un porte-filtre. Vous avez des petites bagues selon le diamètre de votre optique, un 9ND, un 10 stop, et puis vous pouvez faire de très jolies images avec ce kit-là. Alors ça, c'est vraiment un effet qui est un peu un incontournable, un passage obligé quand on fait de la photographie de paysage. On voit que sur des très longs temps de pause, faut utiliser des filtres de densité homogène très forts, que c'est un petit peu technique, trépied, faire la mise au point avant, mettre le filtre à la fin. Mais voilà, ça permet vraiment de réaliser des photos un peu hors normes qu'on pourrait très difficilement reproduire en post-production. Essayons maintenant de se projeter dans un autre cas de figure. Et Raphaël, tu vas essayer de nous expliquer un peu comment est-ce que tu aborderais un sujet comme ça avec les filtres. Tu es en Islande, tu as un magnifique coucher de soleil avec
voilà, des nuages, des couleurs extraordinaires dans le ciel, et toujours une lumière sur ton premier plan, sur la zone de terre. Comment tu aborderais ce cas de figure-là, pas à pas? Dans ce contexte-là, j'utiliserai principalement un dégradé pour être sûr de pouvoir garder un premier plan suffisamment éclairé pour peut-être récupérer des reflets de soleil dans les herbes ou sur des roches, et tout en gardant quand même un gros contraste sur les dégradés de couleurs que le ciel va pouvoir offrir pour éviter tout de même la surexposition. L'intérêt d'un dégradé avec un système de porte-filtre, c'est qu'on peut le paramétrer et venir le Absolument. positionner un peu. Alors, soit on le tourne, ou on peut le mettre plus ou moins haut. Du coup, toi, tu mets entre guillemets la frontière du dégradé à l'horizon ou pas forcément? Pas forcément, ça dépend un peu comment se présente le paysage. Peut-être que dans le lointain, il va aussi y avoir la mer qui va rentrer dans les détails. Donc je dirais que c'est assez unique à la scène finalement. Donc il faut jouer avec, c'est l'avantage aussi. Ça se tourne dans tous les sens, ça se déplace, ça se replace. On peut utiliser un filtre dégradé plus ou moins fort. Et je pense que c'est aussi l'avantage de ces kits-là, c'est qu'on peut vraiment jouer avec et obtenir des rendus aussi différents que les filtres sont différents en eux-mêmes. Patrick, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple très concret de l'utilisation d'un filtre polarisant et nous expliquer un peu comment on le règle? Parce que voilà, tout le monde a bien compris que ça se tournait, que selon comment on le tourne, ça ne fait pas la même chose. Mais moi, personnellement, j'ai jamais compris vraiment ce qui se passait là-dedans. Et pourquoi on parle de polarisant circulaire d'ailleurs? Alors, en fait, effectivement, historiquement, avant que le polarisant circulaire existe, alors c'est pas parce qu'il est rond, hein, ça n'a absolument rien à voir avec la forme du filtre, c'est simplement qu'à l'origine du polarisant, on avait ce qu'on appelait des polarisants linéaires, sauf que la polarisation des filtres, des polarisants linéaires, c'est venu interférer sur certains petits capteurs des boîtiers, sur les systèmes AF des appareils modernes, et donc on adopte aujourd'hui ce qu'on appelle la polarisation circulaire. Alors le principe de la polarisation reste, on va dire, le même au niveau du rendu, c'est juste, on va dire, la technique de polarisation utilisée qui diffère. Pour répondre à ce que demandait Arthur en termes d'effet de polarisation, alors déjà j'insiste sur une chose qu'on n'a pas trop évoquée au début, mais dont on a parlé au niveau des ultra grands angles. Alors, il faut faire très très attention quand on polarise avec un ultra grand angle, parce qu'on a tendance, avec les très 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 larges focales, à avoir un champ couvert qui est beaucoup plus large des fois que celui que va polariser le polarisant. Donc on va avoir une partie de l'image qui va être ultra bien polarisée, et ça va faire un dégradé plus clair vers un bord ou l'autre de l'image. Donc ça, il faut faire très très attention. Ensuite, le dosage du polarisant, alors il y a différents adeptes. Moi, je sais que quand j'ai commencé vraiment à utiliser le Pola en prod, alors ça remonte au temps de l'argentique, à l'époque où Fuji venait de lancer la Velvia. La Velvia, c'était un film à 50 ISO qui saturait déjà naturellement les couleurs. Pour gagner un peu de saturation, on avait tendance à le sous-exposer d'un petit tiers ou deux tiers de diaph des fois. Et quand on rajoutait un coup de Pola là-dessus, moi je me rappelle de photos faites en haute montagne, avec une saturation au maximum. On n'avait plus des ciels bleus, mais des ciels pratiquement noirs. Donc il faut savoir, je dirais, doser la polarisation. Il ne faut pas forcément mettre à fond. Il faut regarder, justement, le polarisant permet à l'œil dans le viseur ou en live view. Surtout le viseur électronique, c'est l'énorme atout de l'hybride du coup. Ça permet de voir ce qu'on dose. Et à l'œil de se dire, voilà, là je suis bien, j'ai un bon équilibre, j'ai une jolie saturation de mes bleus ou de mes feuillages verts, ou des rouges, tout dépend de ce qu'on est en train de photographier. Mais je pense que comme tout, faut pas sombrer dans l'excès. On n'est pas, comme je dis encore une fois avec un polarisant, dans l'usage du filtre pour le filtre. C'est parce qu'on veut obtenir un rendu particulier en faisant péter certaines couleurs. Je dis vraiment péter parce que c'est le terme. Ça fait claquer certaines couleurs. Alors ça, c'est sur un aspect, on va dire, graphique, un aspect des couleurs. Ensuite, il y a un aspect plus technique qui est bien connu aussi, c'est l'élimination des reflets. Donc l'élimination des reflets, si on va photographier une vitrine, déjà pour éviter de se voir dedans, on va polariser. Donc là, il faut essayer d'arriver à doser le Pola au maximum pour éliminer le reflet. Ça peut être une voiture, ça peut être des reflets sur du métal ou des choses comme ça. Donc là, on peut sortir du cadre de l'extérieur. En studio, on peut utiliser un polarisant pour éliminer certains reflets. Raphaël, si tu devais conseiller à quelqu'un qui a envie justement de s'essayer un peu à l'utilisation des filtres sur de la photo de paysage, un petit kit, tu lui conseillerais quoi?
Alors, un petit kit, le petit essentiel de base, un polarisant, malgré tout, ça reste c'est effectivement assez indispensable dans l'utilisation de la photo de paysage. Un dégradé pour, je trouve que de manière générale, si on prend un entre-deux dans ce qui est offert sur le marché, ça permet de couvrir en général relativement un grand nombre de scènes. Et un filtre ND, pas le Big Stopper, mais quelque chose de plus intermédiaire pour aussi s'amuser un petit peu sur les rivières, les cascades, les nuages par jour de grand vent. Il faut bien faire attention au diamètre de ces optiques quand on choisit un kit, justement, parce que si on a des optiques avec un diamètre de 82 mm, ce ne sera pas forcément le même système qu'une optique avec un diamètre de 67 mm. Comme on en voit beaucoup sur les hybrides, tous les Tamron DI3 ont des diamètres de 67 mm. Ils sont homogènes là-dessus. Il faut être très vigilant sur la taille des verres aussi. Après, je pense qu'il faut aussi analyser un petit peu le style photographique qu'on fait et analyser finalement les manques qu'on a quand on est sur le terrain. Ça sert à rien de tout acheter si on va n'utiliser finalement que le polarisant. Tu parlais effectivement des couvertures par rapport aux optiques qu'on a. Alors, les kits en général, les kits de base qui sont vendus par les fabricants, non seulement ils sont vendus avec un kit de filtre un petit peu comme expliquait Raphaël, on va dire un pola et un ou deux dégradés et un neutre qui couvrent déjà, on va dire, les besoins les plus courants en matière de photos de paysage. Mais en même temps, tous ces porte-filtres sont livrés avec un kit de bague. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une bague. Oui. En général, on va retrouver un triplet classique qui est 82, 72 et 77 mm. Et tu en as certains qu'on vend plus. Moi, j'ai un système IRIX, par exemple, où ça descend jusqu'au 67. Donc là, on couvre pas mal de besoins. Ce qui est surtout très, très important à réfléchir quand on va investir sur un système de filtre, c'est le type de filtre, d'optique qu'on utilise le plus souvent, notamment en matière de grand angle. Ça va conditionner le type de porte-filtre et la taille des filtres, notamment pour le porte-filtre. Après, pour les vissants, plus c'est grand, mieux on se porte, et à ce moment-là, on a des bagues d'adaptation. Voilà. Merci Patrick, Raphaël. On y voit déjà un petit peu plus clair dans cet univers des filtres qui peut sembler un peu compliqué pour un photographe débutant ou même passionné. Pour conclure, moi je dirais quand même que pour avoir utilisé de temps en temps des filtres en photo de paysage, ça permet vraiment de faire des images qui sortent du commun. Après, je pense qu'il ne faut pas se forcer à utiliser systématiquement des filtres, mais dans certains cas de figure, et principalement sur des sujets très contrastés, ça permet vraiment de réaliser des images qu'on ne serait pas capable de réaliser simplement avec un appareil photo. C'est-à-dire que virtuellement, on décuple la dynamique de capture de son appareil, et pour ça, c'est vraiment chouette. Je vous propose qu'on passe à la suite et qu'on attaque la dernière partie de cette émission, à savoir la rubrique FAQ. C'est désormais une habitude, toutes les semaines, vous avez la possibilité de nous poser des questions et de poser des questions à nos invités au travers de nos réseaux sociaux et plus particulièrement notre compte Instagram. Alors cette semaine, évidemment, nous avons reçu beaucoup de questions pour toi, Raphaël, et pour toi, Patrick. Il y a évidemment une petite contrainte. Vous avez 30 secondes uniquement pour essayer de répondre de la manière la plus claire et la plus concise possible aux questions. Certains sujets ont déjà été abordés dans l'émission. Il faut donc essayer de synthétiser tout ça. Je commence avec une première question qui t'est destinée, Raphaël, et qui nous vient d'un certain Karl. Et Karl se demande quel type de filtre utiliser pour photographier des aurores boréales. Alors, comme je l'expliquais effectivement précédemment, moi j'utilise un filtre Clear Sky qui permet de vraiment faire abstraction de la pollution lumineuse qu'on peut retrouver parfois s'il y a une ville à proximité du lieu où on photographie. Et ça permet aussi de capturer un peu plus en intensité la Voie lactée et les étoiles, ce qui est toujours un petit plus sur de la photo d'aurore boréale, c'est toujours plus sympa. Merci beaucoup Raphaël, c'est extrêmement clair. On attend la fin du timer. Exploser le chrono. Deuxième question pour toi Patrick, qui nous vient d'un dénommé Franck, et qui se demande si l'utilisation d'un filtre polarisant avec un zoom 10-20 mm APS-C ne risque pas de faire des images bizarres à 10 mm. C'est très précis.
La question, je vais répondre ce que j'ai un petit peu évoqué tout à l'heure en parlant des ultra grands angles. 10 mm et la polarisation, on sait qu'on va avoir un problème de couverture de champ. Donc, à cet extrême-là, franchement, la polarisation, on ne va pas avoir un bon résultat à l'image. Donc, moi, je conseille plutôt, dans ce cadre-là, c'est plutôt là, je vais sortir du filtre classique, mais c'est plutôt de post-traiter son image, saturer un petit peu, sous-exposer un petit peu pour saturer un peu les teintes. Ok. Pile poil. Ouais, je me suis arrêté à 30 secondes. Sur le fil. T'as été cuté violemment. Deuxième question pour toi, Raphaël, qui nous vient d'un certain P. Bernardon. Il se demande pourquoi utiliser des filtres alors qu'on peut en ajouter en post-production. Il y a des filtres qui ne sont pas imitables en post-production, comme la pose longue. Ça permet sur le terrain de s'immerger vraiment dans le rendu final qu'on va obtenir avec la photo qu'on va prendre. Surtout si on utilise effectivement des capteurs numériques ou le live view. Donc c'est un gain de temps en post-production, c'est une immersion au moment de la prise de vue et ça reste quand même bien pratique de gagner ce temps-là. En fait, on lui dira de réécouter l'émission. On arrive maintenant à la fin de cette émission. J'espère que tous nos auditeurs, toutes les personnes qui nous écoutent, y voient un petit peu plus clair dans cet univers un peu complexe qu'est celui des filtres qui s'utilisent à la prise de vue. Je vais remercier évidemment nos deux invités et je vais commencer par toi, Raphaël. Ça a été vraiment un grand plaisir de t'avoir avec nous en direct live depuis l'Islande. Quelles sont tes actualités, Raphaël ? Est-ce que tu vas revenir en France ou tu restes définitivement en Islande ? Alors, je n'ai pas de projet de rentrer en France. Je n'ai pas encore assez exploré l'Islande pour partir de ce pays. Et pour projet, j'attends de recevoir le nouveau système Coquin pour partir en road trip cet été et justement l'exploiter à fond et pouvoir m'amuser avec. Écoute, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous et tu es la bienvenue quand tu veux à ces micros, peut-être pour explorer une autre partie de ton activité. Merci à toi, Raphaël. Merci à vous. Patrick, merci de nous avoir éclairés, de nous avoir fait partager toutes tes connaissances. Quelles sont tes actualités à toi ? L'actualité, évidemment, il y a pas mal de choses en préparation pour le magazine, dont on va rester dans les filtres, un dossier sur les filtres polarisants qui va arriver très très prochainement. Donc on va rester dans cet univers du test matériel. J'attends aussi avec impatience, comme beaucoup, la fin du confinement et tout ça pour pouvoir reprendre un petit peu aussi plus de terrain, même si on peut faire du terrain, c'était un petit peu compliqué. Mais voilà, beaucoup de matériel, les nouveaux systèmes à tester, il y a beaucoup de filtres qui arrivent, des choses nouvelles à ce niveau-là, donc on va reparler du filtre de toute façon dans le magazine. Merci une nouvelle fois et mon petit doigt me dit que tu vas revenir très prochainement à ces micros puisque on prépare avec Benjamin une émission sur la thématique de l'impression et comme tu es un grand spécialiste du sujet, il y a de fortes chances qu'on refasse appel à toi. Benjamin, quelle est l'actualité du monde de la photo ? Alors, en kiosque cette semaine, on a le numéro 136 qui paraît avec un grand guide pratique sur le mode manuel. Tiens, ça pourra s'accommoder, pourquoi pas, avec l'utilisation de filtres. Ça va parfaitement ensemble. Il y a aussi un dossier sur le grand retour de l'argentique. Et puis, on a un entretien fleuve avec Nikos Aliagas. Si vous l'avez aimé à nos micros, vous l'aimerez aussi à l'écrit. Il se livre en longueur. Voilà, c'est vraiment intéressant. Et puis, on a aussi des tests avec notamment DxO Pure Raw, qui est un logiciel qui mérite d'être découvert. Et vous trouverez aussi un comparatif de 2 imprimantes A3+, la Canon ImageProGraph Pro 300 versus Epson SC P700 signé de Monsieur Lévesque. Et j'ai envie de faire un clin d'œil rapide à nos amis de Studio Gemini, puisque je crois, Raphaël, que tu as inauguré un nouveau format chez eux. Absolument. Effectivement, c'est le format Photo Jam qui lance donc Studio Gemini sur des thématiques. Donc ce mois-ci, c'est justement sur la thématique de la photo de paysage, où on retrouve des exclusivités, des interviews passées qu'on a pu faire avec eux. Ça vaut vraiment le détour. Ok, la semaine prochaine, on va changer de sujet et on va essayer de percer les secrets des montures optiques.
Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cet épisode vous a été présenté par Coquin et le nouveau porte-filtre NX Series. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.